Vous écoutez Radio Panique. Salut, c'est Baud, c'est Saturday Night Panic, comme chaque samedi soir, 23h30. Mais on est en pré-enregistrement. Je ne vais cette fois-ci ne pas écorcher son nom, Jérôme Désert. Bonjour. Un seul S. Avec un seul S. Donc aujourd'hui, on se revoit pour maintenant. Voilà, un petit jeu de mots, je dirais, petit jeu de mots. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je lis un peu le synopsis du livre. Maintenant, puisqu'on apprend à marcher avec la main d'un autre, maintenant, parce que très vite on se met à courir. Maintenant, c'est ce qu'on oublie souvent et que prévoir, c'est souvent se tromper. Maintenant, puisque demain, je n'en sais rien, ni quand tu partiras, ni ce qui deviendra. Maintenant, car chaque jour s'écrit avec un stylo que l'on tient en main sans toujours comprendre la part héritée et la part de création qui existe dans la trace qu'on laisse sur le papier ou dans l'existence de ceux qui nous accompagnent. Donc, maintenant, c'est le livre qui est disponible aux éditions Layers. Ouais. Tu l'avais déjà sorti l'année dernière. Ouais. Quelle a été l'inspiration derrière ce livre, derrière ce journal graphique ? Et comment tu as choisi les éléments à inclure ? Alors, au point de départ, avant même que je sache que ce livre devienne ce qu'il est devenu, c'est un travail quotidien de carnet. Voilà, mon carnet me suit tous les jours et je dessine dans mon carnet et je dessine ce qui me vient, ce que je vois, les gens avec qui je suis, les scènes, les endroits, les lieux, les ambiances. Et puis je dessine, j'écris, enfin bref, c'est mon carnet. C'est le deuxième opus là, parce que j'avais déjà sorti un premier bouquin qui s'appelait Taiseux, qui était lui-même un recueil de dessins de carnet. Et Taiseux, c'était vraiment brut, c'était vraiment des pages que je pensais être individuellement intéressantes et j'avais envie d'aller un peu plus loin et de raconter quelque chose avec ces dessins en faisant un bout à bout. Et en fait, à ce moment-là, je passais pas mal de temps chez mes parents et je me suis dit que mon père était malade et que j'avais envie un peu de parler de ça, parler de sa maladie, parler de ma position de fils. Et puis de cette position de fils, j'ai eu envie de parler de ma position de père. Et puis des deux cumulés, c'était ma position de père et de fils. Et c'est ce qui constitue la principale trame narrative de ce bouquin. Et voilà, et c'est arrivé comme ça. Et comme c'était au centre de mes préoccupations, c'est ce qui s'est dessiné dans ce livre. Voilà. Alors, peux-tu un peu me parler du processus de création de ce journal, notamment de l'utilisation des carnets de dessin et des résurgences des recto-verso ? C'est vraiment des scans de mon carnet et j'ai voulu garder évidemment, enfin pas évidemment, mais j'ai voulu garder les fantômes parce que les carnets que j'utilise en fait c'est un papier assez fin et donc quand on dessine à l'endroit, à l'envers, il y a la trace du dessin de l'endroit. Ouais. Et donc dans ce livre il y a des fantômes. Oui, justement, cette page ici. Qui sont dans l'épaisseur du papier parce qu'en fait c'est des fantômes qui n'existent pas, c'est-à-dire que si vous tournez la page du livre, de l'autre côté il y a un tout autre dessin et chaque dessin a ses fantômes avec lui et j'aimais bien un peu cette poésie-là d'imaginer qu'il y a une vie dans la page. Ouais. Et le processus, au début je lâche complètement, les dessins dans les carnets ne sont pas faits pour être quelque chose de particulier. C'est ensuite un editing comme un photographe qui fait un shooting de 1500 photos, il n'en gardera que 4. Moi c'est pareil. Pour celui-ci je pense qu'il y a 6 carnets à peu près qui ont été épluchés. Et après, pour que la narration soit possible et que soit lisible, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait lire à 10 personnes environ qui me connaissaient, mais ils me connaissaient pas dans mon intimité. Et je voulais qu'elles puissent se perdre dans les détails et dans... C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Oui, il y a beaucoup d'allusions. Et alors, les gens qui me connaissent très bien comprennent ces allusions-là, mais comme tout livre, on ne peut pas tout comprendre et tout percevoir. Et je voulais voir si malgré tout ça coulait. Et donc... suite à ce feedback-là, après j'ai réintroduit des dessins que cette fois-ci j'ai fait volontairement en allant piocher dans les albums de famille, en allant piocher à droite à gauche et pour faire pour lier un peu la sauce et pour qu'il n'y ait pas trop de sauts et de choses trop incompréhensibles. En fait, quand on fait un bouquin, c'est quand même pour parler. Alors surtout si on parle de soi, c'est pas pour parler de soi à soi, sinon ça devient vraiment chiant. Mais c'est de donner quelques clés quand même pour que ce soit quelque chose qui puisse être compréhensible.
j'ai envie de lire justement moi justement cet extrait. Parce que tu parles aussi de la maladie dans ce livre. Ouais. Alors que tu m'avais encouragé pour tous mes choix, ce doute émis sur ma capacité à vivre de mes dessins ou de ma peinture fut un électrochoc. Alors que je te voyais lutter au quotidien, noyant dans l'alcool cette frustration de ne pas pouvoir exprimer tes envies, c'est comme si tu me demandais pour la première fois de relever le défi. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, je voudrais que tu saches avant de me quitter que sans toi, tes failles et tes réussites, je ne serais pas qui je suis. Beaucoup d'enfants cherchent la fierté de leurs parents. Moi, j'aimerais que tu sois en paix avec toi. Et puisque les tiens sont partis depuis longtemps, que tu saches que je suis fier d'être ton fils. Ouais. Alors, comment tu décrirais l'interaction entre les éléments personnels et l'itinéraire collectif dans tes compositions ? Eh bien, je vais remonter à 2006. En 2006, j'ai fait une grosse expo ici à Bruxelles, où je présentais des peintures. Et le galériste était passé à l'atelier et je lui ai montré une série d'autoportraits que je faisais dans des carnets comme ça, autoportraits un peu automatiques. Et Didier, de chez Art22, donc, me voit ses dessins et il dit « il faut que tu montres ça ». Et moi je lui dis « mais Didier, ça intéresse qui de voir mes autoportraits ? Moi c'est juste presque un exercice, tu vois, c'est presque le matin pour me faire la main, hop, je commence par ça, c'est moi. Le modèle est tout trouvé puisque c'est un autoportrait. » Il me dit « non, ça c'est intéressant ». Je dis « ok ». Ben, en fait à cette expo, il y avait peut-être 25 peintures et 10 autoportraits, ben, j'ai vendu que des autoportraits. Et ça m'a percuté parce que je suis pas un personnage public, tu vois, un autoportrait de Jérôme Désert, on s'en fout que ce soit Jérôme Désert, mais finalement, je me suis rendu compte au travers de ce truc-là, c'est que quand tu partages ton intimité, eh ben, tu vas chercher l'intimité des autres. Et les autres, ils en ont rien à faire de ta propre histoire. C'est la leur qui est importante. Et sur ce bouquin-là, puisque maintenant il a 1 an, j'ai des retours, ça me met des frissons, mais ouais, j'ai des gens qui se prennent des claques, mais pas au travers de mon histoire, au travers de la leur en fait. Et donc je me fous un peu à poil dans ce livre, mais ouais, parce que je crois en la puissance d'une chose, en cette puissance-là. Je crois fort à ça. Dédicace. Ouais, vraiment. Et j'ai coutume de dire qu'on partage les sourires et qu'on devrait davantage partager les peurs, parce que les pleurs et les peurs d'ailleurs aussi. Parce que pleurer devant quelqu'un, c'est lui faire confiance. Et je sais pas, est-ce qu'on est éduqué comme ça ou quoi ? On a du mal à le faire, mais ouais. Alors, ouais, voilà. Ouais. Il y a aussi une phrase qui est aussi intéressante dans le livre, qui m'a un peu marqué. Mourir tue et vivre aussi. Pourquoi avoir mis cette phrase en fait ? C'est mourir ou c'est fumer ? Ah, je crois que c'est... Attends. Hop. Je crois que c'est fumer. Ouais, fumer tue et vivre aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce livre, je l'ai fait pour mon père. Comme je l'ai dit, il était malade. Et finalement, il est toujours là. Mon papa est toujours là. C'est ma maman qui est partie. Comme j'en parle aux 3/4 du bouquin, en fait. Elle s'est tuée de l'avoir suivi, accompagné. Mais elle est partie en paix, donc tout va bien. Fumer tue parce que mon père, il avait le cancer du poumon et qu'en fait, il continue de fumer comme un pompier et que ouais, voilà, ça fait partie de son ADN, il fume. Et aujourd'hui, dans la culture de l'hygiénisme et de tout ce qui s'ensuit, de cette espèce de volonté de durer, on en oublie de vivre. Et ouais, vivre, c'est mourir. Et voilà, et en fait, on évacue la mort alors que la mort, elle fait partie de la vie. Et les morts sont encore avec nous et nous accompagnent. Et donc, ça sert à rien de nier tout ça. Il faut le vivre, en fait. C'est des expériences intenses. Et ouais. Alors, c'est quoi les défis que tu as rencontrés lors de la réalisation de ce projet et comment tu les as surmontés ? Et le premier, c'est avec ma femme que je l'ai surmonté parce qu'en fait, on se retrouvait face à une multitude de dessins où il fallait trouver un peu le fil conducteur et faire cette narration. Donc c'est avec elle qu'on a fait les premiers pas. Ensuite, c'est des problèmes techniques puisqu'il fallait trouver la bonne personne pour scanner les dessins, conserver ses fantômes. Et c'est loin d'être simple parce qu'il fallait que ce soit malgré tout propre, mais avec la transparence. Donc c'était un fameux défi technique.
Après, c'est l'édition. L'édition, c'est un monde dur. J'ai eu la chance de croiser la route de Maxime Blampin, qui m'a fait confiance. On a fait une coédition parce qu'on travaille à deux sur ce truc-là. Lui, il est vraiment, à la base, il est relieur et c'est un amoureux du livre. Et merci Maxime de ta confiance. Voilà. Et après, vivement le prochain, je serais tenté de dire, parce que finalement, une fois que c'est sorti, j'ai mis 2 ans et demi à le sortir. Ça a pris 2 ans et demi et tu vois, on est encore 1 an après, donc ça fait 3 ans et demi maintenant que ce projet est né. Et il faut continuer de le faire vivre. Et j'ai encore des retours, c'est génial. Le livre, il vit de lui-même. Il est dans des librairies et je reçois des messages de gens que je connais pas. Et c'est agréable. Ouais, Alors, quelle est la signification de la reliure suisse pour toi et pourquoi as-tu choisi ce type de reliure pour ton ouvrage ? C'est là où s'entourer de quelqu'un de compétent comme Maxime a été hyper important parce qu'il avait des suggestions d'alternatives. On a beaucoup discuté sur le choix du papier, sur la reliure, sur tout ça. Et je voulais garder le côté un peu fragile du carnet sans pour autant faire une copie de carnet. Et il m'a proposé ça et je trouvais ça beau, en fait, ça s'ouvrait. Et je trouvais que, en fait, l'intérieur d'un livre, en tout cas dans un carnet, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la reliure. Et donc, si on est sur un livre qui a du mal à s'ouvrir, c'est pas confortable. Et ouais, il y a une ergonomie dans le livre, dans le geste. Et puis, c'est un drôle d'objet. Il faut avoir du temps pour le faire, et pour le lire, pour se mettre dedans. Et donc, si l'objet ne te permet pas de te poser et de prendre le temps, et qu'il se referme tout le temps, tu vois. Ouais. Et donc, cette reliure-là, elle permet de l'ouvrir bien à plat, sans que ça casse. C'est vrai. Et c'est doux, et voilà. Et puis c'est aussi, le façonnage, il fait partie du. Enfin, je suis vraiment rentré dans l'univers du livre grâce à Maxime parce que c'est son univers à lui et moi, je le connaissais pas bien en fait. Quand on est lecteur, on se rend pas bien compte. C'est comme quand on est sur scène ou quand on est dans le public, c'est pas la même chose. Dans la cuisine, dans le salon, c'est pas la même chose. Voilà. Et là, je suis vraiment rentré dans la cuisine du livre et c'était super intéressant. Ouais. Alors, comment penses-tu que les lecteurs interprètent les fantômes d'autres dessins absents et les traces de bribes oubliées dans ton travail ? Il y a même des gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit je vais essayer de le regarder dans la glace pour arriver à voir ce que tu avais écrit à l'intérieur parce qu'effectivement comme c'est en miroir il faut le regarder dans une glace. Encore une fois je pense que chacun fait ça, chacun met son histoire et chacun je sais pas c'est pour moi moi je le vois comme un geste poétique et comme quelque chose d'un peu enfoui, d'un peu généalogique et toutes ces choses qui nous constituent sans qu'on vraiment le sache. Et il y a chaque dessin de ces carnets, il y a un avant, il y a un après, donc c'est une manière de le mettre dans une continuité. Et je sais pas si je mets vraiment du sens dans ces fantômes, si ce n'est qu'ils existent et je pense qu'ils sont importants. Ouais. Donc déjà 3 ans maintenant qu'il est sorti. Ouais. Quels sont tes projets futurs et comment ce journal graphique influence-t-il tes œuvres à venir ? Les carnets continuent. Ça c'est pas possible de faire autrement. C'est mon outil de prédilection et au travers de ça, alors il y en a plein des projets qui sont en cours là. Je rentre en résidence avec Tristan Locus la semaine prochaine au BAMP. La semaine prochaine, le 27 septembre, avec une sortie de résidence le 5 octobre pendant Francophone. Et avec Tristan, on s'est échangé un carnet pendant 3 mois l'année dernière, à la manière des cahiers de poésie. Je sais pas si tu te souviens des cahiers de poésie. En gros, c'était les gamins ici en Belgique qui faisaient passer un carnet de boîte en boîte et s'écrivaient des choses et le cahier passait de boîte en boîte et c'était une création collective avec un carnet. Et donc on a fait ça. Tristan bossait à l'Asile que Parade et moi j'habite pas très loin et donc chaque jour ou tous les 2 jours, bim, le cahier on le mettait dans notre boîte aux lettres et puis hop on intervenait et on avait fait une première expo au Ten Weingart en décembre dernier. Et là, on fait la suite de cette aventure-là. Alors, comme c'est une résidence, on ne sait pas trop ce que ça va donner et on se laisse le choix de digresser et de faire complètement autre chose. Mais le carnet va être la base de ce début de résidence.
Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième, c'est qu'avec Fonesque, Phil Constantinesco, un super illustrateur à aller voir là sur les réseaux. Depuis un an, on a un carnet en commun aussi. Et alors, on erre dans notre ville, on fait un voyage à domicile, on est dans Bruxelles et en tant que franchouillard, puisque lui aussi il est français, on est là depuis 15 ans, donc on essaie de remettre nos yeux un peu de touristes et on essaie de parler de notre ville dans tous ses aspects surprenants. Et notamment dans ces rues-là où tu prends une rue, par exemple tu prends l'avenue Louis-Bertrand et puis hop, tu prends une perpendiculaire et bim, tu es complètement dans un autre territoire. Ou chez nous à Scarbeck, pareil, tout Bruxelles est fait comme ça en fait, de surprises et on essaie d'aller choper ces petites surprises-là et on les met dans un carnet et on vient de dépasser le milieu du carnet et donc c'est un projet pour 2025 je pense, probablement d'édition aussi. Et alors, l'autre projet qui me tient à cœur en ce moment, c'est le projet de la friche. Les dessins, là, le dessin qui est au-dessus de moi, là, c'est un peu cette écriture automatique là, de paysage qui a débuté il y a 4 ans. Et j'aime bien le mot friche. J'aime bien le mot friche, justement, il nous renvoie à ce côté un peu sauvage, un peu... On finira tous transformés en champignons un jour ou un autre. Dans tous les cas. Et de là renaîtra quelque chose. Et j'aime bien cette idée un peu de renaissance et de dire c'est pas grave les gars. Faisons ce qu'on a à faire et le reste on le maîtrise pas, donc allons-y. Et donc voilà, ce côté non maîtrisé, ce côté j'aime bien. C'est ce qui me motive en ce moment et casser un peu ce côté peut-être figuratif, je sais pas, enfin visiter autre chose en tout cas. En tout cas, tu exposes ici à la Galerie Haute. Ouais. Jusque quand? Jusqu'au 13 octobre. 13 octobre. Ouais. Donc on peut venir ici tous les jours de la semaine. Non. Alors comment le jeudi, le vendredi et le dimanche. Ok, d'accord. Et je tiendrai une permanence le 29 octobre avec Louise. C'est l'expo de rentrée là dans la galerie et donc Alexandra et Yves nous ont invités à 13 pour exposer nos œuvres autour du thème de l'obsession. Et puisque la friche est mon obsession du moment, je présente un petit morceau de cette friche. Ah ben, super. Voilà. Ah ben, waouh, ça fait déjà 17 minutes qu'on discute. Waouh, ça veut dire que c'était une interview très très intéressante. En tout cas, maintenant de Jérôme Désert, disponible dans tous les kiosques, toutes les librairies, je suppose. Toutes, c'est bien grand mot, mais c'est à Liège, c'est à Paris, c'est à Bruxelles, ça se balade. Allez voir sur le site Ad Volumen, le site de Maxime Blancpain. Et lui, on mettra ça en description. C'est lui qui diffuse ça. Et voilà. Moi, sinon, c'est à mon atelier à Macken, 11 rue Guillaume Kénis. Oui, cours de dessin gratuit. Cours de dessin, pas gratuit, mais cours de dessin, pas cours d'ailleurs. Atelier dessin. C'est atelier de dessin. Atelier de pratique du dessin. Voilà. Je dessine avec les gens et je les invite dans mon atelier. Et pendant 1h30, c'est leur atelier. Et je partage mon matériel et mes recettes pour un peu les aider à utiliser le dessin, dessiner, et voilà, en échange. Chacun vient avec son style, quoi. Exactement, je fais pas des clones. Il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit à la gomme. Ça, c'est le seul truc. Ah, pas droit à la gomme. La gomme est Oh là là. Peut-être qu'un soir, j'essaie de me mettre au dessin. Bien. Oui, c'est juste à côté en plus. Jérôme Désert, grand merci en tout cas. Donc si vous voulez voir l'exposition, c'est ici, rue Haute 203 à la Galerie Haute. Exactement. Merci beaucoup et très belle journée. Ciao. Vous écoutez Radio Panique.